Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur ce match peu encourageant, évidemment, avant celui de l'Inter Milan, mercredi. Deux matchs en un, comme souvent cette saison, les amis, mais là, cette fois-ci, c'est un peu plus compréhensible avant un match aussi important que celui qui arrive mercredi. Un match qui était dans toutes les têtes, que ça soit celle des supporters ou celle des joueurs, je pense. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça reste donc premier au classement avec un nouveau clean sheet du grand Ter Stegen qui a sorti un grand match hier qui nous a encore sauvé les 3 points. Un Ter Stegen qu'on a retrouvé, on le sait depuis le début de saison, mais un Ter Stegen très important qui nous fait à nouveau gagner des points cette saison et qui est à nouveau décisif dans la course au titre. Au passage, il fait grandir encore un peu son record, on va dire, de minutes sans prendre de but. Il est passé à 600, j'ai plus les minutes, mais je crois que c'est 624 peut-être, je sais plus, il était à 533, il avait fait 90 minutes, 96 minutes de plus. Donc voilà, son record continue de grandir, on est content pour lui et on est content pour l'équipe. À une semaine du Classico, c'est toujours mieux d'être premier, même si pour le coup, ça changera pas grand chose par rapport à ce match-là, mais t'arrives dans un Classico comme ça à l'extérieur, où tu es en tête du classement et qui te met déjà dans de bonnes conditions, on va dire, pour démarrer le match. Mais avant de penser au Classico qui arrive donc la semaine prochaine, il y a aussi le match de l'Inter qui arrive mercredi, comme je l'ai dit, qui est déjà dans toutes les têtes. La preuve hier dans mon live, les gars, dans le live d'avant-match, où il y avait pas mal de questions autour du match de Ligue des Champions qui allait arriver, il y a pas mal de questions après le match là sur l'Inter aussi. Voilà, on sent que la Ligue des Champions, ça prend énormément de place dans la tête, que ça soit des supporters, mais je pense aussi des joueurs, du coup, ce qui peut expliquer aussi ce match assez médiocre, on va dire, de leur part. Ça n'explique pas tout, évidemment, mais ça peut l'expliquer en partie. Il y a aussi peut-être une autre raison à ce match un peu moyen, j'ai envie de dire, sans vouloir casser du sucre, on va dire, sur le dos de certains joueurs. Il y a quand même pas mal de raisons à tout ça. Déjà, Xavi a fait quand même une belle rotation d'équipe, on va dire. Il a quand même mis Ferran Torres en attaque, on va dire. Bon, même si Rafinha, voilà, était titulaire, c'est censé être un titulaire, même s'il apporte, on le verra plus tard, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais Rafinha apporte autant que Ferran Torres, ça reste aussi un autre problème. Au milieu de terrain, on avait le milieu titulaire, mais il n'y avait pas forcément de choix, parce qu'il y avait les joueurs qui étaient blessés, Frenkie qui était de retour, mais pas encore à 100% pour être titulaire d'office. Il le sera contre l'Inter, je pense, je suis quasiment sûr de ça, mais bon, bref. Voilà, et une défense très expérimentale, et principalement, voilà, sans vouloir leur cracher dessus, pour ce match-là, on avait quand même Jordi Alba, Busquets et Piqué qui étaient tous les trois titulaires, tous les trois sur le terrain, et on sait très bien qu'avec ces trois-là, les amis, peu importe ce qu'on peut dire, même si Busquets n'a pas sorti un match catastrophique, même si des fois son placement était un peu limite, on le verra en image tout à l'heure, même si Jordi Alba en soi était décisif sur son but et par moments a fait quelques bonnes occasions, quelques bons déplacements, on va dire, même si des fois les passes, tout ça, et des pertes de balles très idiotes, on va dire, mais bon, voilà, et un Piqué qui a pas forcément été mauvais non plus en soi, qui a été plutôt bon dans les duels aériens, tout ça. Voilà, même si Piqué, la vitesse et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais en soi, individuellement, quand tu les prends séparés, c'est pas si catastrophique. Mais on le sait, les gars, le foot, ça se joue à 11, évidemment. Et quand tu dois faire un pressing, quand tu dois jouer collectivement, avoir un bloc vraiment qui coulisse, qui défend bien, ben là, quand tu as plusieurs maillons, on va dire, faibles dans ton équipe, c'est un peu plus compliqué. Donc ça peut expliquer aussi ce match un peu moyen, le fait qu'il y ait comme ça les trois papitos sur le terrain. Donc on va passer sans plus tarder à l'analyse, les amis. On va revenir sur beaucoup d'actions, sur pas mal d'actions, des actions qui étaient plutôt bonnes, surtout en première mi-temps, des actions un peu plus moyennes, voire très mauvaises, catastrophiques, voire de temps en temps sur le pressing, tout ça, surtout en deuxième mi-temps. On va voir aussi, je vais analyser le but, tout ça, mais j'en ai pas mal d'actions à analyser, donc c'est parti, allons-y. Donc on va commencer par les sorties de balles qui hier ont été très compliquées, très compliquées. Le Celta a pressé assez haut, avec ils avaient 2 attaquants, donc voilà, c'est ce qu'on peut s'attendre aussi à voir du côté de l'Inter, en tout cas sur les dégagements de Ter Stegen, c'est ce qu'on va voir là. Des attaquants qui jouent assez haut, qui nous bloquent à la relance. Hier, Ter Stegen, il a souvent dû jouer long, parce qu'il n'avait pas forcément de solution courte, ou alors il n'osait pas le faire, je sais pas. Le Celta, eux, comme je l'ai dit, pressé haut, mais surtout Busquets pour moi aurait peut-être pu à ce moment-là redescendre un peu plus entre les défenseurs comme il le fait souvent. Voilà, les 2 centraux s'écartent, les latéraux montent un peu plus haut et Busquets redescend un peu plus bas. Bref, Ter Stegen peut très bien la donner soit à Alonso sur le côté et qui peut jouer vite sur Alba et qui pourra peut-être trouver une solution avec Gabi ou même Ferran Torres qui est sur le côté. Il choisit de dégager long.
et comme souvent dans le match, on a vu souvent ça quand même, on perd le ballon et le Celta derrière se procure une occasion, pas forcément dangereuse, mais quand même il se procure une occasion, et ça peut, dans le pire des cas, ça peut faire but. Donc encore une action qui montre que, voilà, en termes de sortie de balle, ça a été compliqué pour nous. En plus de ça, ça nous a fait perdre le contrôle du match aussi. On avait l'impression vraiment qu'on ne contrôlait pas le match parce que on n'arrivait pas à ressortir depuis notre défense, ce qui fait notre force et ce qui est notre jeu. Le jeu de position, les amis, doit repartir par l'arrière, et là on a eu énormément de mal. Autre sortie de balle, donc Piqué, qui n'a pas de solution, revient vers Ter Stegen. Ter Stegen, lui, a la solution de la donner encore une fois à Marcos Alonso, ou même Jordi directement. Il peut le faire, il a la qualité au pied pour le faire, il ne le fait pas, il choisit la pire solution possible, plein axe pour un Gavi qui est de toute façon hors de position, qui est trop loin pour, enfin voilà, on voit le joueur du Celta Vigo qui est plus près du ballon, plus près de Ter Stegen que lui, donc on voit que c'est très dangereux et qu'il peut intercepter le ballon à tout moment, et effectivement c'est ce qui se passe. Ter Stegen fait une passe approximative, le Celta donc récupère le ballon à son action. Heureusement Busquets défend plutôt bien pour le coup, mais encore une fois voilà, on peut être puni juste derrière et ça peut faire très mal, c'est très dangereux ce genre de truc, c'est incompréhensible aussi de la part de Ter Stegen. Je veux bien qu'on n'ait pas de solution, que le Celta presse plutôt bien, mais tu as des solutions moins risquées que ça. Là cette solution là elle était complètement folle, j'ai envie de dire. Si tu veux te prendre un but, c'est la meilleure façon de le faire. Donc ces problèmes de sortie de balle peuvent être peut être expliqués par cette défense-là qui est assez inhabituelle. On va dire un Baldé qui était à droite et qui était un peu moins à l'aise, on va dire, peut-être pour ressortir des ballons. Forcément, un latéral comme ça aussi jeune, qui est un pur gaucher, qui est à droite, il peut avoir du mal à contrôler le ballon. Bref, tu sais qu'il n'est pas à l'aise, donc peut-être que tu n'oses pas lui donner le ballon sur le côté. Un Piqué et un Marcos Alonso en défense centrale qui ont peut-être eu un peu de mal, peut-être un peu peureux pour ressortir les ballons, et un Jordi Alba, tout simplement. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est cette défense qui a fait, je pense de toute façon, si on a eu du mal à ressortir les ballons les gars, c'est que sur le terrain, il nous manque Eric Garcia et il nous manque aussi le Koundé qui fait énormément de bien en sortie de balle. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a vu une deuxième mi-temps bien différente, même si le match dans sa globalité reste un match quand même très mauvais dans beaucoup de domaines. En première mi-temps, on aurait pu mener de 2 ou 3 buts avec un peu plus d'efficacité et peut-être un arbitrage aussi un peu plus juste, qui sait. Donc sur une possession côté droit, Pedri ressort sur Alonso qui la donne à Gavi. Gavi passe à Jordi sur le côté et on voit comme souvent ces derniers temps Lewandowski qui dézone beaucoup et qui se retrouve un peu à la place de Ferran Torres, et Ferran Torres donc de Lewandowski dans l'axe. Occasion en soi intéressante on va dire, avec Jordi placé haut et 4 joueurs proches de la surface. Ferran déclenche son appel plein axe dans le dos du défenseur. Donc Jordi place son centre parfaitement dans la bonne zone on va dire. Pour le coup donc le centre est parfait, mais Ferran Torres malheureusement loupe complètement sa reprise. Voilà, bon c'est un classique on va dire, mais bon bref, en soi l'action était dangereuse et l'action aurait pu être décisive, voilà, ça ne s'est pas fait, mais bon bref, si on analyse l'action, voilà, Lewandowski lui attire 3 joueurs sur lui, sur le côté, et Ferran Torres en profite pour prendre l'espace. Moi ce qui me gêne là-dedans, c'est pas forcément le fait, c'est pas l'action en soi est très intéressante, mais si Lewandowski avait été à la place de Ferran, pour le coup, et Ferran à la place de Lewandowski, si Lewandowski n'avait pas trop dézonné sur le côté, peut-être que du coup Lewandowski aurait mis ce but là, tu vois, à la place de Ferran Torres. J'imagine que Lewandowski il a quand même un peu plus de qualité, de finition, pas une surprise, c'est pas une nouveauté non plus, tout le monde le sait, voilà. À la limite, si ça avait été Ansu Fati, peut-être que aussi il y aurait pu avoir but éventuellement. Autre action intéressante en première mi-temps, Pedri joue plus bas, Rafinha a pris sa place dans l'axe et Baldé celle de Rafinha sur l'aile. Ferran Torres est très écarté et Gavi déclenche donc son appel plein axe. La passe de Pedri n'est pas assez précise et la défense repousse. Voilà, l'appel de Gavi quand même attire mine de rien 2 joueurs et libère complètement Ferran sur la gauche. Busquets joue en une touche pour Ferran Torres qui est un peu loin peut-être des cages, mais qui est quand même dans un fauteuil, j'ai envie de dire, il a tout le temps pour armer sa frappe, il est libre de tout marquage on va dire. Le gardien repousse la frappe malheureusement, mais encore une fois attaque intéressante, les efforts de Gavi aussi, on le voit, libèrent des espaces pour les autres, et c'est aussi ça qui fait les différences les amis. Si les joueurs ne font pas les efforts dans le jeu sans ballon pour libérer ses coéquipiers, il y a rien qui se passe. S'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'intensité, l'attaque est statique et du coup, il n'y a pas de solution, tu vois. C'est aussi ça qu'on a vu dans les derniers matchs, contre l'Inter, contre Mallorca, tout ça. Le manque de mouvement, le manque d'appel comme ça, plein axe,
qui peut bouger une défense et qui fait des différences. Gavi, peut-être jamais de la vie il aurait mis une tête parce qu'il fait 1m20, ok, mais le fait d'avoir fait cet appel, et après on a un peu de chance, voilà, ça revient sur Busquets, mais Busquets fait la passe parfaite pour Ferran, qui est démarqué aussi, qui est écarté. Voilà, on a quand même Lewandowski, Rafinha pour le coup dans l'axe, et Gavi qui fait appel plein axe, et sur le côté on a Baldé et Ferran Torres. Ils jouent pas hyper haut les deux, mais en attendant, voilà, on a quand même beaucoup de... C'est ça la différence. Contre l'Inter, on avait ces mecs-là, sauf qu'au lieu de Ferran Torres sur le côté gauche très écarté, on avait un Rafinha qui rentrait dans l'axe et Alonso qui jouait pas assez haut, qui prenait pas cette place-là. Donc voilà, c'est ça la différence et c'est ça que j'aimerais voir aussi contre l'Inter, c'est vraiment des mecs qui osent et qui sont offensifs. En parlant de Rafinha, on va parler un peu du gamin quand même, parce que encore une fois, il a quand même sorti un match compliqué. Cette fois-ci, il a joué à droite, donc sa position préférentielle, et cette fois-ci, il nous sort un match encore une fois très compliqué, voilà, pour être sympa. Peut-être un manque de confiance, je sais pas aussi. Ça fait beaucoup de joueurs quand même qui sont en manque de confiance. Manque de confiance pour Ferran Torres, pour Ansu Fati qui a du mal à revenir un peu au top après ses blessures, un Rafinha qui commence à vraiment être compliqué, enfin je veux dire, il apporte rien quoi, concrètement Rafinha, et un Dembélé pas toujours intelligent dans ses choix, évidemment, pour être gentil, hein. Ça commence à se compliquer, voilà, on est passé en début de saison d'une attaque de feu à une attaque en mousse, je ne sais pas. Donc pour commencer, on a vu une connexion Rafinha-Baldé sur la droite quasiment inexistante, en tout cas clairement offensivement les deux ont été inoffensifs. Il y a une action qui m'a un peu sauté aux yeux plus que les autres, même si bon, on a souvent vu Rafinha on va dire faire ça, revenir un peu derrière, soit faire beaucoup de passes en retrait, voilà, soit revenir un peu dans l'axe mais sans vraiment trouver de solution. Donc voilà, récupération du Barça, donc et on part en contre-attaque, emmené donc par Baldé, il sert Rafinha sur son côté et continue son appel. Baldé il prend la profondeur, là on voit bien quand même le giga espace qu'il y a quand même dans le demi-espace droit. Le défenseur, lui, il n'a pas eu le temps de redescendre, donc ils n'ont pas eu le temps de se replacer, les mecs là. Donc Baldé, avec sa vitesse, tu vois qu'il peut très bien se projeter dans cet espace-là et faire très mal, même s'il part sur son pied droit et on ne sait pas ce que ça peut donner. Il peut faire un centre pourri, ok, mais en attendant, tu peux le tenter. Le mec a la vitesse, il a la percussion, lance-le. Et qu'est-ce qui se passe? Rafinha porte le ballon, mais sans rien faire tout simplement. Pour moi, à ce moment-là, il doit servir Baldé, à ce moment-là. Avec la vitesse de Baldé, voilà, comme j'ai dit, ça peut faire la différence, mais non, Rafinha, il revient dans l'axe et il n'a pas vraiment de solution. En plus de ça, il rate sa passe complètement et l'action, là, elle finit, voilà, le ballon sort en touche et c'est fini. Autre action qui n'a rien à voir, qui aurait pu nous coûter, pour le coup, un but, Rafinha, sur un coup franc, à deux, entre Baldé et Rafinha, Rafinha veut la donner, veut servir Alonso. Alonso est assez libre de marquage, on va dire, mais la passe n'est pas forcément très, très bonne en soi. La passe, elle est avec effet, on va dire, qui part du côté de l'attaquant du Celta Vigo, donc je trouve pas ça très intelligent de tenter une passe comme ça, surtout que tu n'es pas, à la limite, si tu es Messi frère, on sait que tu vas pas louper ta passe, voilà, ou alors t'as pas besoin de faire une passe comme ça, tu passes à toi tout seul tout le terrain, mais bon bref, ça c'est un autre débat, mais la passe, c'est pas intelligent de tenter ça, je suis désolé, c'est hyper dangereux, le joueur du Celta déclenche son pressing, et Alonso lui, il est à moitié en retard, il doit la donner, il doit se dépêcher pour la donner à Busquets, ce qui fait qu'il la donne pas bien à Busquets, c'est une mauvaise passe. Busquets lui, forcément, il n'a pas envie non plus qu'on se prenne un contre. Pour éviter la contre-attaque, il fait un tacle, il est un peu désespéré, voilà. Et le Celta récupère le ballon. À ce moment-là, le joueur du Celta, le défenseur ou le milieu, je ne sais plus, bref, l'envoie sur Iago Aspas qui est seul plein axe. Et là, c'est hyper dangereux. On a un 3 contre 3 à gérer pour Piqué, Alonso et Alba, les amis. Piqué, Alonso et Alba qui doivent gérer un 3 contre 3. L'alignement est vraiment pas ouf de la défense et Aspas lance très bien son collègue en profondeur. Heureusement, Ter Stegen sort bien, sinon ça peut faire but et ça peut faire mal. Contre une équipe comme le Real Madrid, contre une équipe comme l'Inter de Milan, contre une grosse équipe tout simplement, un truc comme ça te tue. Tout ça parce que tu fais une passe pourrie sur un coup franc qu'on a, tu fais une passe comme ça en plein axe, complètement idiote, on va dire. Et ça peut te prendre un but. T'imagines comme les pertes de balles comme ça, aussi bêtes les gars, ce n'est pas possible à ce niveau. On va parler un peu du pressing. Le pressing hier était assez mitigé. En première mi-temps, ça allait.
Voilà, en deuxième mi-temps, en général, on pressait plutôt bien en bloc, voilà, mais en deuxième mi-temps, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué. Le Celta essaie de ressortir le ballon côté gauche, le Barça, comme souvent, presse en 4-4-2 en phase défensive, un peu comme quand il presse comme ça. On voit bien Pedri ou Gavi, habituellement c'est Gavi, mais là, pour le coup, c'était Pedri qui avait changé avec Gavi. On voit Pedri donc et Lewandowski devant, et chacun fait les efforts. Pedri et Rafinha enferment Galan, qui au passage a encore sorti un très bon match, mais très bon ce joueur, mais bon bref. Busquets, lui, couvre le milieu, et Gavi arrive pour un peu combler aussi les espaces. Une fois que Baldé monte sur le milieu, Busquets lui va couvrir l'axe. Le Celta essaie de combiner quand même sur le côté, on voit Piqué qui est proche de l'attaquant aussi, qui monte sur l'attaquant. Baldé couvre bien la possible passe pour l'attaquant en gros. Pedri revient sur Galan et Busquets encore une fois va couvrir l'axe. Rafinha presse bien et contre le ballon et Busquets récupère donc le ballon. Le Celta déclenche son contre-pressing, mais Busquets joue en une touche de balle sur Rafinha. Rafinha lui redonne en une touche de balle et Busquets la donne en une touche à Baldé. Donc un jeu en une touche comme ça, en 2 passes déjà t'es face 2 joueurs. Et voilà, le jeu en une touche dans les petits espaces, en triangle, la base, tout simplement la base pour se sortir d'un pressing. Et ça fait toute la différence, voilà, le milieu du Celta vient presser Baldé, qui la donne lui aussi en une touche à Pedri, dans l'intervalle, ça déclenche la contre-attaque, qui n'aboutit pas, ok, mais c'est plutôt pas mal fait en soi. En soi, c'est intéressant, Pedri rentre dans l'axe, lui, au lieu, il aurait pu peut-être servir Baldé sur le côté, bref, il choisit d'aller, de s'enfoncer un peu dans l'axe, c'est un peu compliqué, mais il sert quand même Lewandowski, qui hésite un peu trop, on va dire, il hésite entre frapper, faire la passe à Jordi Alba, il aurait peut-être dû lancer Jordi Alba dans la profondeur, il hésite trop, il perd le ballon, et voilà, j'ai arrêté l'action ici, mais évidemment, après, Gavi nous sort un tacle glissé des familles pour récupérer le ballon proprement, juste à côté de la touche. Je sais pas si vous vous souvenez du tacle, mais c'était magnifique. Autre phase de pressing assez intéressant, même si c'est pas aussi bien niveau placement, mais c'est surtout pour montrer que l'équipe presse en bloc. On voit bien un bloc avec les défenseurs qui pressent assez haut, et un Busquets aussi assez haut, mais voilà, on voit vraiment qu'on est assez... on voit là, Alonso qui vient presser l'attaquant, tu vois, donc le bloc est assez haut, j'ai envie de dire, tout le bloc. Maintenant, on se retrouve en deuxième mi-temps avec un pressing bien différent. L'équipe est coupée en deux avec un Rafinha qui joue là hyper bas, pour le coup il est latéral droit. Ok, on a 4 joueurs qui viennent presser pour 4 joueurs, on va dire 4 attaquants, voilà, on a Pedri, Lewandowski en attaque, Ferran Torres et Gavi au milieu. Pedri vient presser le central qui a quand même tout le temps pour servir son latéral qui est complètement seul. Jordi Alba peut-être par peur, je ne sais pas, ne monte pas sur lui alors qu'Alonso derrière marque son gars, donc Jordi Alba ne marque clairement personne. Ferran lui est trop loin du joueur pour faire quoi que ce soit et son pressing fait que le joueur dans son dos est totalement libre et il part tout seul, il fait l'appel. Gavi lui est trop loin, Busquets aussi est trop loin, le milieu du Celta est donc il est servi dans un fauteuil. Le gars est tout seul. Il a énormément d'espace. Gavi est obligé de revenir et de faire faute pour éteindre, on va dire, toute action possible. Mais voilà, si Gavi ne fait pas faute, là, il peut y avoir un contre, encore une fois, très dangereux. Autre action du Celta qui amène un but, heureusement hors jeu, mais on va voir que le placement, les amis, il est catastrophique. Le gardien la donne à l'opposé pour Galan, il me semble bien, qui joue très très haut pour le coup. Les 3 milieux sont à la rue. Les 3 milieux sont à la rue. Galan, lui, reçoit le ballon et efface Baldé d'un petit pont. Ça fait mal. Mais que voit-on ici, les amis? On voit 3 joueurs du Celta complètement seuls dans l'axe. Comment c'est possible? Busquets, lui, il est en footing du dimanche, en détente totale. Frenkie, lui, tient son joueur, mais en vrai, c'est pas le plus dangereux à marquer. Il faut essayer de bloquer la passe vers l'axe, tu vois, en soi. Essayer de revenir, au moins. Je dis pas qu'il a le temps de revenir, mais essayez. Tu vois, un minimum, sachant qu'en début d'action, les 3 milieux se retrouvent complètement seuls, ils marquent personne, et quand on se prend quand le Celta déclenche un peu son action sur le côté, quand Galan il déclenche l'action, il y a personne encore une fois bas, l'équipe elle est divisée en deux. Peut-être que la défense, tout le bloc défensif, les 4 défenseurs descendent peut-être d'un coup trop bas, j'en sais rien, mais les 3 du Celta dans l'axe sont dans un fauteuil, il y a un giga espace, pour le Celta. Heureusement, Iago Aspas, lui, il hésite trop longtemps et il sert Galan qui lui est hors jeu du coup. Et si le Iago Aspas il le donne dans le bon tempo, ça fait match nul les amis. Ça fait 1-1 et là c'est très différent ce qui peut se passer. Bon, avant d'analyser le but, on va voir quand même une autre action qui aurait pu nous apporter un but, un peu de positif dans tout ça quand même, hein, un minimum, avec plus de lucidité. Ça aurait pu faire but. Le Barça donc se retrouve en possession sur la gauche après un changement d'aile de Piqué. Ferran revient sur Gavi qui sert Busquets dans l'intervalle. Jordi fait le bon déplacement juste avant et en prenant l'axe comme ça. Busquets
Busquets, encore une fois précieux dans ce genre d'action, sert parfaitement en une touche Jordi Alba qui part seul, qui s'enfonce dans la surface. Rafinha pour le coup est plutôt bien placé au second poteau, il a quand même de l'avance avec son défenseur, mais Alba ne l'a pas servi malheureusement. Tout le monde n'a pas la chance d'être Messi et de recevoir les passes de Jordi Alba. Donc sur le but, tout part d'une action construite depuis la gauche. Pedri est placé très haut en deuxième attaquant, Lewandowski dézone encore pour le coup, Alba lui est en soutien sur le côté et Ferran lui colle la ligne, comme souvent. Le Celta donc presse plutôt bien on va dire, mais le milieu qui marque Gavi l'oublie complètement dans son dos, ce qui fait que le gamin il part complètement seul. Jordi pour le coup est très intéressant dans ce domaine, je critique beaucoup Jordi Alba sur ses centres tout ça parce qu'il a tendance à centrer sur l'adversaire, chaque fois il y a un joueur devant lui, il déclenche son centre, il centre soit aléatoirement, soit il centre sur le défenseur direct, il est contré, ce n'est pas intelligent, cherche quelque chose de plus intéressant frère. Et là pour le coup Jordi Alba dans ce domaine là il est intéressant quand même. Faire les passes en profondeur au-dessus dans le dos de la défense comme ça quand il est un peu reculé, ça j'avoue que c'est la chose la plus intéressante, ce que j'aime le plus chez Jordi Alba c'est ça, mis à part ses petites dents en avant, d'écureuil et sa calvitie qui a disparu, j'aime ça Jordi. Donc il sert parfaitement Gavi dans la course, qui n'est donc pas hors jeu, qui est couvert par l'alignement un peu suspect de la défense du Celta. Gavi avant même de toucher le ballon scanne un peu la surface, il regarde qu'il y a au centre quoi. Le centre est dans la bonne zone on va dire, mais pas forcément peut-être dans le bon tempo, sachant que Pedri est encore un peu loin de la zone on va dire, et que Rafinha aussi est encore un peu loin. Il fait un peu l'appel à Rafinha, il part à gauche, à droite, il sait pas, mais il est un peu trop loin encore. Mais Gavi est pressé par le défenseur et voilà, il centre peut-être un peu hâtivement, mais enfin bref. Au final, le défenseur central dégage mal le ballon, Pedri est bien placé, il a plus qu'à la pousser au fond les amis, et ça fait 1-0. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour côté analyse, on a vu un peu ce qui était bien, ce qui était pas bien surtout, on a vu un peu le but, voilà. On a vu ce qu'il fallait pas faire contre l'Inter aussi. On attend une équipe qui met un peu plus d'intensité comme d'habitude. On en manque d'intensité, un bloc plus compact au niveau du pressing, tout ça, parce qu'en première mi-temps ça allait, mais en deuxième mi-temps ça n'allait pas. Mais enfin bref, on va passer maintenant aux questions-réponses d'Instagram, les amis, vous avez été pas forcément nombreux cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de questions, je crois que les gars en ont marre de gagner 1-0. Mais bref, on va commencer par MCFCB, qui a changé son nom, qui dit « Xavi devrait-il laisser plus de liberté à Baldé ? Je pense qu'il peut apporter beaucoup plus. » Je pense que ça dépend de l'équipe en face, on va dire, ça dépend aussi de l'animation que Xavi met en place selon l'adversaire, selon les matchs. Après, je pense que les joueurs, ils ont une certaine liberté, on va dire, dans une certaine mesure. On va dire que Xavi, il donne une tactique, il donne une animation à mettre en place. Après, les joueurs, s'ils voient qu'ils ont comme j'ai montré, quand Baldé a pas fait beaucoup d'appels en profondeur, quand les attaques étaient placées, on va dire, quand il y a une contre-attaque possible, comme on l'a vu tout à l'heure sur la passe, le jeu avec Rafinha, Baldé, là, il prend l'espace, tu vois, il n'hésite pas à y aller. Sauf qu'il n'est pas servi. Je dis pas que c'est uniquement de la faute à Rafinha, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend. Voilà. Je pense que c'est un peu aux joueurs aussi de se gérer. Xavi, peut-être, lui a dit de pas trop monter, parce que c'est à Rafinha d'y aller sur l'aile, et que le latéral, il doit rester en soutien pour participer au jeu, et avec un Pedri qui est très haut, qui va dans les demi-espaces. Parce que normalement, en fait, ce qui se passe, c'est que Rafinha est censé rentrer dans l'axe, aller dans le demi-espace, et Baldé prendre l'aile, tu vois. Sauf que si Baldé ne prend pas l'aile, Rafinha reste sur le côté, et Pedri prend le demi-espace. Bref. Et à la place de Pedri au milieu, t'as Baldé. En gros, c'est pareil. Les positionnements sont échangés, mais l'animation est plutôt la même, on va dire. Donc je pense que le niveau animation, voilà, ça dépend des équipes en face, mais les joueurs doivent se gérer un peu eux-mêmes aussi. Voilà, quand ils ont la possibilité d'y aller, ils doivent y aller. Voilà. Après, on a senti un Baldé quand même beaucoup moins à l'aise à droite qu'à gauche. Je pense que quand même, quand il sera de retour à gauche, il sera plus à l'aise, donc on le sentira un peu plus libéré, on va dire, tu vois. Là, on le sent, des fois, il monte sur la gauche, mais il ose pas prendre vraiment son couloir parce que peut-être qu'il se dit que de toute façon, il pourra pas centrer du droit, qu'il faudra qu'il revienne, tout ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr que quand on le voit sur la gauche, il est un peu plus offensif, un peu plus percutant, il ose plus déclencher des centres ou des actions. Donc quand il sera de retour à gauche, je pense que ça sera mieux. Question de Joseph qui dit « Je trouve que Rafinha a fait un très bon match, mais la situation de Ferran devient inquiétante. » Ça m'étonne. Est-ce que tu es sûr de toi, frérot? Parce qu'on va comparer un peu les stats. J'ai noté un peu des stats des deux joueurs, de Ferran Torres et de Rafinha. Avant de parler des stats, je tiens à dire que voilà, la situation de Ferran, elle n'est pas forcément plus inquiétante que la semaine dernière, parce que la situation est toujours la même. Elle devient pas inquiétante. Pour moi, la situation, elle est déjà inquiétante depuis longtemps. En gros, je défends pas Ferran, hein, je dis juste que là, pour le coup, on sait que le gars a tendance à rater pas mal, tout ça. Ça, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est un peu nouveau, on va dire, c'est que Rafinha n'apporte rien sur son
son côté. Ça, c'est un peu plus inquiétant pour moi, parce qu'on pensait que, pour moi, dans ma tête, Rafinha, Lewandowski, Dembélé, le trio titulaire indiscutable, tu vois, le trio indiscutable et très offensif, et le meilleur trio qu'on peut avoir sur le terrain, c'était ça. Et là, en quelques matchs, en quelques semaines, j'ai totalement changé d'avis. Et là, c'est un peu plus inquiétant. Je dis pas que c'est inquiétant parce que moi, j'ai changé d'avis, mais ce qu'on voit sur le terrain est assez inquiétant de la part de Rafinha, je trouve. Sans parler de Dembélé qui perd énormément de ballons, tout ça, mais au moins Dembélé, il tente. Le problème de Rafinha, c'est qu'il ne tente rien. Et qui ne tente rien, n'a rien, les amis, vous le savez. Pour le coup, Ferran Torres en début de match, il a pas mal tenté, on va dire, même si comme souvent il a raté, je veux bien l'avouer, on le sait tous, rien de nouveau en soi. Mais concernant Rafinha, je trouve ça donc plus inquiétant. Non seulement il ne passe pas en 1 contre 1, mais en plus de ça, il ne tente même pas de passer. Il n'essaie pas. La plupart du temps, c'est des passes en retrait, ou alors des passes ratées, ou alors je ne sais pas, mais je trouve ça inquiétant, Après, oui, il provoque un penalty qui n'a pas été vu par la VAR, les mecs étaient en post-café ou post-clope, je sais pas, ils ont pas vu le penalty, c'est pas grave, frère. Mais mis à part ça, je trouve ça un peu inquiétant, il n'ose pas assez, Rafinha, il ne dribble pas, à croire que le gars n'a aucune qualité de dribble, c'est bizarre quand même. Donc quand on compare un peu les stats, voilà, même si les stats ne veulent pas tout dire, je veux bien le concevoir aussi, mais il y a beaucoup de supporters qui aiment bien les stats, donc on va parler un peu stats. Rafinha, lui, a tenté un dribble hier, un seul dribble. Sur le match, il en a réussi aucun. Après, est-ce qu'on parle du penalty, tout ça, voilà, mais c'est les stats, les amis, c'est les stats, sauf à score, c'est les stats affichées. Donc Rafinha a tenté un dribble, il n'en a réussi aucun. Ferran a tenté 3 dribbles, il en a réussi un. Je dis pas que c'est incroyable, mais voilà, c'est le cas. Rafinha a tenté 2 tirs, dont un cadré. Ferran a tenté 3 tirs, un cadré et un contré par un défenseur sûrement. Rafinha a touché 53 ballons et en a perdu 16. Ferran Torres a touché 40 ballons et en a perdu 11. Donc c'est kiff-kiff, on va dire, en termes de ratio. Rafinha a une précision de passe de 79% contre 81% pour Ferran. Pareil, on est très proche. Donc ce qu'on peut comprendre là-dedans, ce qu'on peut lire dans ces stats, c'est que les deux sont quand même assez équivalents en termes d'apport sur le terrain, les amis. C'est assez équivalent. Les deux font un bon pressing, on va dire, ils pressent quand même bien. Rafinha fait un gros pressing, grâce à lui, il a récupéré des ballons, tout ça, une fois au moins. Mais grâce à lui, on récupère des ballons, il fait un pressing intéressant. Ferran aussi travaille souvent dans le pressing, il fait souvent les efforts, donc ça, il n'y a pas de problème pour ça. Les deux ont un peu le même apport aussi dans les duels, j'ai pas noté les duels, mais les duels sont assez, c'est assez équivalent aussi, les duels réussis. Sauf qu'il y en a un qui tente plus que l'autre. Alors, bizarrement, on pourrait s'attendre à ce que ça soit Rafinha, mais effectivement, ce n'est pas du tout Rafinha. Celui qui tente le plus, c'est Ferran Torres. Et là, il y a un problème. À côté de ça, l'impression et le traitement de tous les supporters, tout ça, n'est évidemment pas le même. Mais ça, à la limite, passons. Mais voilà, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que Rafinha a le même apport et le même rendement que Ferran Torres, les amis. Peu importe ce qu'on peut en penser, quand on regarde les stats et quand on regarde au final sur le terrain, regardez bien Rafinha dans les matchs, les amis, à part faire des passes en retrait, il n'y a pas grand chose. Où sont ces centres laser au début de saison? Où sont ces centres? Vraiment, il avait une qualité de centre exceptionnelle en début de saison. Où est-ce que c'est passé? Je ne sais pas. Dernière question de Rim. Moi, j'ai pas sélectionné beaucoup de questions, les amis, mais la vidéo va être assez longue. J'ai analysé pas mal d'actions, donc voilà, c'est compliqué. Rim qui dit on n'est pas prêt pour l'Inter. C'est une affirmation. Quand on regarde le match, effectivement, on est loin d'être prêt, les amis. On est loin d'être prêt pour ce match. J'ose espérer que les joueurs se sont préservés. On va dire je pense que je ne suis pas dans leur tête, mais franchement, quand je vois le match, je pense qu'ils se sont préservés pour le match de l'Inter. Ce n'est pas possible autrement. Alors oui, ça fait plusieurs matchs qu'on voit d'un Barça assez pauvre en intensité et dans le jeu. Contre Mallorca, c'était compliqué. Contre l'Inter, c'était compliqué, on a perdu. Même si, pour le coup, à chaque fois, il y a énormément d'erreurs d'arbitrage et ça commence à fatiguer, mais il n'y a pas uniquement des erreurs d'arbitrage, les amis. En termes de jeu, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Là, c'est un peu différent quand même. C'est un peu différent parce que le match de l'Inter, il est juste là. On sait qu'il est crucial en plus parce que à l'aller, du coup, on a perdu ce match. Et il faut absolument gagner le match retour. C'est un des matchs le plus important. Je dirais pas que c'est peut-être kiff-kiff entre ça et le classico du week-end prochain. Donc c'est voilà, ce match-là de mercredi est très important. En plus de ça, quand même, comme je l'ai dit en début de vidéo, Xavi a fait quand même pas mal de rotations. Donc évidemment que c'est inquiétant ce match-là, mais il y a quand même des explications à ce match assez pauvre. Je veux dire, la défense, pour moi, je l'ai montré, cette défense-là avait du mal à ressortir le ballon, ce qui faisait que quand même on n'avait pas la domination dans le jeu, on n'avait pas le contrôle du match vraiment parce qu'on n'arrivait pas à ressortir
ressortir proprement comme on le fait habituellement. Habituellement, on ressort depuis la défense, on gère le jeu, on ressort propre et tout ça. Là, il y avait beaucoup de ballons dégagés longs, beaucoup de pertes de balles et beaucoup de pertes de balles qui amènent sur des actions très dangereuses. Donc, manque de contrôle de match aussi à cause de ça. En plus de ça, on a des pertes de balles totalement bêtes de Rafinha, on l'a vu en vidéo. Il y a une perte de balle aussi qui a failli nous coûter très cher. Heureusement, Garcia a sauvé l'action, mais ça, je l'ai pas montré parce que ça faisait trop après. Mais Dembélé qui loupe une passe pour Frenkie qui est juste à côté de lui, ça amène un contre du Celta Vigo. Et heureusement, Garcia, il fait le bon déplacement, il met hors jeu l'attaquant. Et en plus de ça, derrière, il fait double sauvetage. Un sur le poteau et un autre qui contre au-dessus. Donc Garcia fait encore une fois une grosse rentrée. C'est un des meilleurs défenseurs pour moi depuis le début de la saison. Voilà, va falloir que les gens retournent leur veste dans pas longtemps, je pense qu'ils ont déjà commencé à le faire, c'est pas le sujet. Il y a eu beaucoup de pertes de balles comme ça, qui te font perdre le contrôle du match et qui t'amènent des actions dangereuses et qui font que quand tu ressors de ce match-là, tu te dis on était à 2 doigts de perdre ou de faire match nul, on n'avait pas le contrôle du match. Et ça, c'est des pertes de balles inutiles. Donc comme je l'ai dit, il y avait pas mal de rotations. Pour moi, Rafinha, Ferran, Piqué et Alba ne seront pas titulaires mercredi, seront sur le banc. Ferran Torres, ça me paraît évident. Rafinha, peut-être un peu moins évident, mais pour moi, Ansu Fati sera titulaire contre l'Inter. C'est pour ça que Ferran était titulaire là, sinon Ansu Fati aurait été titulaire à mon avis sur ce match-là, c'est sûr. S'il avait voulu mettre Ferran Torres contre l'Inter, il aurait mis Ansu Fati d'entrée là, contre le Celta. Là, il l'a fait rentrer 30 minutes, histoire qu'il se mette en jambes. Il a fait une bonne rentrée aussi Ansu Fati, je trouve. Il a fait quelques accélérations, tout ça, pour qu'il monte en puissance, qu'il garde un peu le rythme, rien de fou, mais bon. Voilà, je pense que Ansu Fati sera titulaire. Donc Ferran sur le banc, Rafinha sur le banc. Jordi Alba, on le verra pas contre l'Inter, ça c'est sûr. Et Piqué, à mon avis, pas sûr qu'on le voit non plus. Franchement, pas sûr qu'on le voit. Après, comme on le sait depuis le retour de trêve, les amis, les absents, ça fait beaucoup de mal. Koundé et Araujo en défense, c'est quand même pas la même chose. Mais bon, on est obligé de faire avec, c'est comme ça, que voulez-vous. En attendant le match de l'Inter, bah voilà, je vais souffler un petit peu là. Je suis fatigué. Je vais me faire une giga analyse de l'Inter, les gars. Je vais te faire ça en mode analyse tactique, comme si je bossais avec Xavi. On va faire ça propre. On va regarder les failles de l'Inter. Voilà, je vais bosser là-dessus demain. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.